Coucou et bienvenue dans cette séance de découverte du tarot. C'est un peu différent du style de vidéo que vous avez l'habitude de suivre si vous connaissez ma chaîne, qui va plutôt être un contenu vidéo d'approfondissement des questions de tarot et aussi d'inspiration par rapport à l'essai de pratique, de technique, aussi avec un format vlog où je vous parle beaucoup de ce que j'aime faire, de ce que je découvre avec le tarot. Je suis tombée en amour il y a plus de 7 ans et c'est pas prêt de se terminer, je pense. Donc là on est dans un format assez différent, quoique vous avez aussi sur ma chaîne les décryptages des cartes, du tarot carte par carte. On a aussi du travail de déconstruction ou d'analyse de certaines cartes ou de certains concepts du tarot. Mais en général, ça s'adresse un tout petit peu plus à des personnes qui connaissent les bases. Or, aujourd'hui, bienvenue si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, on va voir les bases. Et les bases d'une façon décomplexante. La manière, elle va être décomplexante dans le sens où vous êtes particulièrement bienvenue ici si vous savez pas par où commencer le tarot, ou si vous vous mettez directement la barre haute, ou bien si quand vous essayez de faire des recherches sur le tarot, vous vous dites oh wow, c'est trop, je comprends pas, j'arrive pas à m'y mettre et tout. Moi je vais vous livrer une petite méthode ici qui nous permet de pratiquer. Ok, au début ça va être un peu dense. L'idée c'est de dérouler plein d'outils, plein de matières, mais dans le sens où ça ne doit pas rester figé, où il n'y a pas une bonne façon d'apprendre le tarot, il n'y a pas une bonne méthode. J'ai juste envie que vous vous y mettiez pour découvrir c'est quoi votre méthode, c'est quoi qui vous fait vibrer dans le tarot, qu'est-ce qui va fonctionner. Avant de commencer, je dois vous dire que j'ai pondu un petit fanzine sur le sujet, un petit zine parce qu'à la base, je vais faire un atelier de découverte sur ce sujet et plutôt qu'avoir des slides, et ça va être la même chose pour cette vidéo, je me suis dit que j'allais quand même faire un truc que j'adore, c'est pondre un petit zine sur le sujet. Donc n'hésitez pas à suivre le premier lien ici en dessous, allez sur mon blog pour télécharger ça. Vous pourrez suivre soit avec le PDF sur l'ordinateur, soit en l'imprimant. Ça va aider justement au moment où la matière peut vous paraître un peu dense, vous avez du mal à suivre, à juste revenir à la base. N'hésitez pas à suivre le lien en dessous pour télécharger votre version. Ce sera certainement plus agréable de suivre la vidéo avec le zine sous les yeux. J'en profite, j'avais quelques balisages pour l'espace atelier découvert du tarot. J'avais prévu pour le cas où je donnerais cet atelier en live. Et je vous le partage quand même avec vous parce que c'est quand même chouette d'avoir des petites balises. Notamment sur le fait que il n'y a pas d'obligation. Quand je vais proposer des exercices, dire ça peut être vraiment sympa pour commencer les tirages, pour commencer à vous familiariser avec les cartes et tout. Si un truc vous n'êtes pas à l'aise, si un truc qui vous parle pas du tout, il n'y a aucun moment quoi que ce soit est obligatoire. Et c'est pareil, il n'y a pas une bonne façon d'apprendre le tarot, il n'y a pas une bonne et unique façon de lire une carte. Et donc, à aucun moment, ne vous sentez pressurisé à appliquer une interprétation plutôt qu'une autre. Et si à un moment, je dis un truc et vous faites ça a l'air complètement barré, son truc, ça ne me parle pas du tout, c'est ok, c'est bien. C'est ça le processus par rapport à l'apprentissage du tarot qui le rend fun aussi, c'est de pouvoir dire alors là, ce grand blabla, pouf, rien à foutre, et on s'en fout, on le passe à la poubelle par-dessus son épaule. Peut-être qu'on y reviendra un jour, peut-être qu'on continuera à penser que c'est du grand blabla super boring, c'est ok. Et aussi un rappel, moi je vous communique ça, je suis pas une enseignante à la base, je vous communique ça d'une façon qui marche pour moi. Ça veut pas dire que ça va d'office être la meilleure pour vous, et ça veut pas dire qu'il y a un bon rythme d'apprentissage du tarot. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de bon rythme, il n'y a pas de il faut aller vite, il n'y a pas de il faut étudier toutes les cartes, il n'y a qu'à. Il y a juste plein de possibilités et beaucoup de douceur vis-à-vis de soi-même si on veut que l'expérience soit agréable. Sinon, ça va juste être relou. Est-ce qu'on a envie que cette séance de découverte du tarot soit relou? Personne n'a envie que ce soit relou. Petite requête quand même avant de commencer, ce sera beaucoup plus fun si vous avez un tarot entre les mains. Ça peut être n'importe lequel, on verra après que moi je privilégie certains systèmes plutôt que d'autres. Je vous demande juste d'avoir un tarot de 78 cartes, un tarot entre guillemets complet. Donc pas juste un tarot de Marseille avec 22 cartes dites d'arcane majeure. Ça va pas fonctionner, c'est pas ce que j'enseigne. Après peu importe le système du tarot que vous avez, mais 78 cartes ce serait bien parce que comme ça vous allez pouvoir au fur et à mesure manipuler le jeu et voir de quoi je veux parler. Moi j'ai sorti le Fifth Spirit Tarot, c'est la version anglaise, mais sachez qu'une version française va sortir visiblement dans quelques semaines et il va s'appeler le tarot inclusif.
Ok, alors moi je sors mon petit fanzine comme ça, je me perds pas, je pars pas dans tous les sens, je suis ma structure. Et je vous invite à en faire autant. Sachez que j'ai un blog et une chaîne depuis fort longtemps maintenant sur le tarot. J'ai commencé mon blog, je pense, il y a 7 ans. Et donc vous allez pouvoir aussi retrouver plein de ressources là-bas et naviguer dans tout ça. Mon approche du tarot, elle est plutôt décomplexante et féministe et queer. En même temps, il y a plein d'autres choses qui vont la caractériser et que je vous invite à découvrir. Et aussi, il y a blindé de bruit dehors. Donc, la plupart du temps, je vais mettre sur pause mon enregistrement et revenir plus tard. Mais parfois, vous allez avoir ces moments de train qui passe ou de voisins qui ont décidé qu'aujourd'hui, c'était le jour pour faire des travaux. Et de gamins qui sortent de l'école. Parce que c'est la life. Et la life, elle continue même quand on fait du tarot. Et notre tarot est ancré dans la life. J'adore ma façon d'enseigner à l'ancienne, je suis fière de moi. Alors, quel est l'objectif de cette ou de ces vidéos d'introduction, de découverte du tarot? D'abord, j'ai envie de vous proposer une découverte du tarot qui soit à la fois sereine et fun. Ensuite, j'ai vraiment envie, ça me tient vraiment à cœur dans tout ce que je fais, de dédramatiser et de démystifier le tarot. Vraiment enlever toute la couche de blabla, d'ésotérisme, de trucs qui sont parfois à relou, parfois tout ce qui est jargon et tout. Et après, on peut reconstruire tout ce qu'on a envie. On peut faire du tarot un truc super prise de tête. Mais pour commencer, le mieux, c'est quand même de dédramatiser au maximum. J'ai envie de faciliter la rencontre pour une relation sans complexe. Et qu'après, justement, une fois qu'on n'a plus de complexe, c'est ok, on peut explorer plein de choses. Mais d'abord, il faut un petit peu nettoyer tout ça. Donc, pourquoi? Parce que souvent on appréhende le tarot avec des préjugés, avec des peurs, avec des superstitions, avec des attentes. C'est toutes des choses qui vont nous polluer. On a tendance à ne pas se sentir à la hauteur. Pourquoi? Bah souvent ça vient d'une impression qu'il faut un don. On se dit, ah mais je suis pas assez intuitive, vraiment pas pour moi. Pas de ça ici. On peut aussi avoir l'impression qu'il faut beaucoup de temps ou d'études pour apprendre le tarot. On se dit, mais j'ai pas les ressources, j'ai pas la discipline. Encore une fois, pas de ça ici. Il n'y a pas une seule et bonne façon d'apprendre le tarot et c'est pas obligé de mettre plein de temps et d'écoute, c'est pas obligé d'être de base, de se penser super intuitive ou toutes ces choses-là. Avec le tarot, on peut cheminer. Alors, je suis qui? Katou Tarot, d'après mon pseudo. On m'appelle vraiment Katou en vrai. Donc, je l'ai déjà dit, je pratique du tarot depuis 2016. Ce qui m'a chiffonné et la raison pour laquelle j'ai super eu envie de faire un blog, d'avoir une chaîne, c'est que j'ai pas aimé dans le tarot qu'il y avait un manque de visibilité, des approches qui étaient queer et féministes. J'ai pas aimé qu'on présente encore beaucoup de choses avec de la binarité de genre et de la cis et de l'hétéronormativité, comme si c'était des évidences incontestables. Et genre que c'était moi qui avais rien compris. Qu'en fait c'est toujours symbolique quand on parle de masculin, de féminin, de ceci ou de cela, que ça n'a jamais rien à voir avec les oppressions, même s'il n'y avait rien derrière quoi, leur concept. Toutes ces interprétations ont croûté dans des poncifs. C'était pas pour moi, il fallait que je sois là, visible aussi pour proposer d'autres choses, alors que moi-même j'étais juste en train de commencer à apprendre et de tâtonner avec le tarot, mais si moi ça me bloquait par rapport à certaines choses, notamment pour dans une forme de tarot spécifique qui est le tarot de Marseille, ou encore maintenant j'ai du mal, alors il fallait que je partage mon cheminement pour une approche plus libérée et plus libératrice du tarot finalement, quoi. J'étais aussi pas très convaincue par les représentations dominantes dans les jeux de tarot, en particulier à l'époque, c'est un peu moins le cas maintenant, mais qui avaient vachement tendance à être excluantes et à pas du tout être représentatives. Donc j'espère, à travers tout ce que je fais, participer à rendre le tarot plus accessible et moins impressionnant. Voilà, en quelques mots, qui je suis. Je vous laisserai découvrir tout ça dans mes vidéos. Et la plupart du temps, j'essaie de pas tellement être dans la critique de ce qui se fait et plus de proposer d'autres choses et d'élargir les questionnements, les horizons, les pratiques et tout ça. Mais tu vas rencontrer le tarot. Mais du coup, la question qui se pose maintenant, c'est toi. Qu'est-ce qui t'amène au tarot? C'est quoi tes impressions, tes a priori, éventuellement tes appréhensions par rapport au tarot? C'est quoi tes envies? Est-ce que tu as déjà rencontré le tarot? Qu'est-ce que tu en as gardé? Quelles sont les approches qui t'attirent?
par exemple, d'une façon non exclusive, et je ne vais pas expliquer ce que je veux dire à chaque fois, pas ici, mais commentez si jamais vous ne trouvez pas les réponses ailleurs sur ma chaîne et on y reviendra. Par exemple, est-ce que ce qui t'intéresse, c'est plus du tarot divinatoire, du tarot plutôt créatif, du tarot introspectif, du tarot avec un accent plutôt narratif, etc., etc. Là, c'est le moment où ça peut être intéressant maintenant ou à la fin du cours, après avoir eu un peu de pratique avec le tarot, de noter tout ça. Parce que tu vas voir, le tarot, c'est un truc vraiment extraordinaire avec lequel bon j'écris tu dans mon zine, je vais vous voyez parce que j'aime bien l'idée qu'on est en collectif là, que je vous parle à vous tous. En fait, c'est assez rigolo de voir comment ça évolue avec notre pratique. C'est rare les gens qui commencent à pratiquer le tarot et tu leur demandes 2 ans plus tard et ce qu'elles font, ça correspond avec avec quoi elles arrivaient, quoi. Vraiment rare. Et même quand on continue à pratiquer pendant des années, bon ça va pas si longtemps pour moi, mais 7 ans, mais d'une année à l'autre, ma conception du tarot et de ma pratique peut être complètement différente. J'en profite aussi de cette page pour dire qu'à la fin d'usine, j'ai une compilation de mes articles et de mes vidéos qui vont à chaque fois aller en profondeur dans la plupart des sujets qui sont abordés, ou parfois je vais juste balayer, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ailleurs moyen de trouver des choses plus détaillées sur ce sujet. Je vous propose maintenant un brouillon de définition pour pouvoir commencer avec un terrain commun qui est suffisamment large. Le tarot, c'est un outil, un support, un médium. Donc c'est quelque chose qui peut être un appui, un intermédiaire, un objet artistique. Et c'est un outil, etc., de narration. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'avec le tarot, on va raconter une histoire. Et on va organiser les éléments d'une histoire pour pouvoir la raconter. Et ça, on peut le faire de plein de manières différentes. Ça peut être intuitif, ça peut être analytique, ça peut être canalisé, ça peut être structuré, etc., etc. À voir dans les détails à un autre moment. Ou bien, si jamais ça vous intéresse, vous laissez des commentaires et je ferai une vidéo complémentaire après cette découverte pour revenir sur certaines de ces approches et comment moi je les entends. Pourquoi je vous propose ce brouillon de définition? Parce que je pense que pour démystifier le tarot, il faut l'appréhender comme un point de départ, comme le point de départ d'un récit. Je trouve que ça aide vachement. Pourquoi? Parce que si on le prend pour le point de départ d'un récit, alors notre rôle, c'est d'agencer, c'est de compter, c'est de voyager. Et ça peut prendre plein de formes. Ça peut être de la voyance pure, ça peut être juste quelque chose qui va être un objet créatif, ça peut être un truc plutôt psychologique, mais il n'y a pas... Ça ne nous ferme aucune voie de voir le tarot et les tirages de tarot qu'on fait comme les points de départ d'un récit, je trouve. Et puis, on a un rôle dans tout ça, c'est nous qui racontons, c'est nous qui interprétons, c'est nous qui mettons en relation les cartes et les situations, par exemple. Et donc, je rappelle qu'il y a 0 obligation d'explorer des façons de taroter qui ne nous conviennent pas. Par exemple, c'est ok de se dire dès à présent, quitte à changer par la suite, les prédictions, no way. Le tarot psychologique, pas pour moi. Lire le tarot pour d'autres personnes, pas question. L'occultisme, non, 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 non. Le mysticisme, non, non, non. Pas de grand tirage, H-Uplift, pas question. Voilà. Important de retenir, encore une fois, de le rappeler maintenant, ta pratique du tarot, tes choix, il n'y a pas de il faut. Si vous apprenez le tarot avec des bases de il faut, de oh, il faut dormir avec, il faut faire de ceci, de cela, ça va vous emmerder à un moment. Vous allez découvrir vos propres indispensables en termes de pratique du tarot et en termes d'apprentissage du tarot. Mais ce n'est pas les autres qui doivent vous les dicter. Tout le monde peut utiliser le tarot, comme je le dis ici. Donc c'est ça le but, quand je propose une définition large, comme je le fais ici, c'est de se laisser de la liberté, de l'autonomie pour rencontrer le tarot, pour entretenir une relation avec lui et voir comment ça va évoluer. Et éventuellement, bah oui, peut-être se laisser surprendre, comme je disais. Ok, donc maintenant, on va y aller, on va vraiment rentrer dans la matière. Un peu de théorie, même si après on va pouvoir jouer avec. Et c'est le moment de sortir le tarot que vous avez choisi, que vous avez sous les mains. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure des explications, vous allez pouvoir rassembler les cartes en fonction de ce que je dis et faire ok, ça c'est l'arcane, ok, ça c'est ceci, ça je les mets sur tel tas. N'hésitez pas à prendre de la place. Parce que oui, c'est maintenant qu'on aborde la question de la structure du tarot. Attention, beaucoup d'éléments, c'est normal de ne pas tout retenir, c'est vraiment la pratique qui va vous aider à vous y retrouver.
la plupart des tarots contiennent 78 cartes. C'est 78 si vous parlez le français de France, mais sachez que ce n'est pas le français qu'on parle sur ma chaîne, donc on va continuer à parler en belge. Donc il y a 78 cartes, parfois plus, rarement moins, mais ça arrive. Et c'est faites avec le tarot qui vous parle, il n'y a pas de bon ou de moins bon tarot pour apprendre. La méthode que je vous propose ici, elle va fonctionner avec tout, et après ça va être sympa au fur et à mesure de la pratique de voir davantage que vous avez envie de, vers quoi vous avez envie d'aller. Mais bon, bref, dans ces 78 cartes, on a tout d'abord les atouts. On appelle aussi ça l'arcane majeur parfois. Ce sont des cartes qui sont numérotées de 0, puis 1, 2, 3, etc. Là, on a la 14 jusqu'à 21. C'est les jolies cartes avec les grands noms. Hein. Ici, on a la tempérance, là, le pendu. Hein, elles sont souvent un peu plus, parfois ça arrive en tout cas, qu'elles soient plus illustrées ou qu'elles ont ce côté assez impressionnant. La tour, la maison Dieu si vous utilisez un tarot de Marseille. Certaines cartes peuvent avoir des autres noms dans certains jeux, on en reparlera et n'oubliez pas qu'à la fin d'usine, il y a un petit guide avec les modifications des noms les plus courantes. Donc on a d'abord ces 22 cartes là. Ensuite on a 4 suites qu'on appelle parfois l'arcane mineur, et on reparlera plus en détail de tout ce que cela signifie ensuite, mais c'est juste pour vous aider à vous y retrouver dans vos jeux de tarot. Par exemple, ici, on a le 8 de bâton. Donc, dans chacune des suites, on a des cartes qui sont numérotées de As à 10. Et on a 4 suites. Donc, vous venez de voir les bâtons. On a aussi les épées. Désolée, du coup, je vous montre tout ça sur un tarot en anglais. Et c'est trop bien que celui-ci va aussi sortir en français d'ailleurs. On a les pentacles si je le trouve. Bon, d'abord, je vais vous montrer les coupes parce que c'est ce que je vois d'abord. On a les coupes et enfin, on a les pentacles qu'on va souvent appeler dans les traditions du Marseille des deniers, qu'on peut aussi appeler des disques ou plein d'autres noms. Donc à chaque fois, ça peut être renommé. On revient là-dessus par la suite. Donc ça nous fait 40 cartes. 4 suites de 10 cartes. Dans la prolongation des suites, mais avec un système tout à fait à part, on a les figures, qu'on appelle aussi parfois les cartes de cour ou les cartes de la cour. Donc les figures, ce sont des valets, ici le page en anglais de pentacle, des cavaliers, cavalières ou chevaliers, chevaleresses en fonction de la langue du jeu. On a des reines et des rois. Je ne vous montre pas tout, sinon je ne m'en sors pas. Voilà, ici, un roi de pentacle. Donc, c'est 4 personnages dans chacune des suites. 4 x 4 égale 16. Et c'est comme ça qu'on arrive à 78. Ça va vous paraître un grand blabla super compliqué. C'est normal. On va rentrer dans les détails ensuite. Maintenant, si ça vous a amusé, vous pouvez mettre sur pause et classer, faire des petits tas. Hein, genre, ok, les 22 majeurs, d'accord, ok, les 4 suites, gna gna, les cartes qui sont numérotées d'abord, et puis les figures aux cartes de cour. Par rapport au fait que là, ça va peut-être vous paraître un peu dense quand on va continuer à rentrer dans les détails, ok, c'est pas grave. Essayez de juste prendre ce qui résonne pour l'instant, pas de vous accrocher, parce que je pense pas qu'il va falloir s'accrocher, mais justement de décrocher. S'il y a un truc qui vous parle pas ou ça va trop vite ou quelque chose comme ça, vous pouvez revenir à cette vidéo, vous pouvez revenir à d'autres choses par la suite. Pour l'instant, on balaye un peu juste vraiment la structure, donc ne vous en faites pas trop, ne vous accrochez pas vraiment, lâchez prise, laissez passer les infos et puis on verra. Ça sert à rien d'essayer de tout retenir. Ça sert à rien de mettre sur pause maintenant à la première écoute pour essayer de tout fixer, tout figer. C'est pas figé de toute façon le tarot, donc pas de panique. Et tout ça va vraiment prendre vie avec la pratique. Il n'y a pas de secret et c'est ça qui est plus chouette, c'est ça qui est le plus fun et le plus agréable. Donc voilà. Donc comme j'ai déjà dit, hein, c'est possible que vous ne trouviez pas certaines cartes parce que les noms ne sont pas les mêmes dans le tarot précisément que vous avez sous les yeux. Il y a un répertoire complet à la fin d'usine au cas où. Voilà, je vous montre, hein, c'est à partir de la page 31, vous avez le répertoire avec... Quoi avec directement les quelques suggestions des choses qui sont renommées aussi les noms dans les traditions plutôt tarot de Marseille ou plutôt Rider-Waite-Smith. Vous allez voir, on en reparle très très vite de ce que ça veut dire tout ça. Les noms en anglais aussi parce que pour beaucoup d'entre nous, les jeux qu'on aime ne sont pas forcément édités en français. Donc parfois on lit avec des jeux en anglais. Alors on va rentrer plus en détail dans ce que je viens de vous présenter sur la structure des 78 cartes. Juste petite parenthèse, je reprends cette vidéo 2 mois et demi après avoir filmé la première partie.
En fait, je crois que je suis un peu trop perfectionniste et que j'ai envie de dire beaucoup plus que ce que j'ai noté parce que je suis frustrée de ne pas pouvoir dire assez. Mais j'ai toutes mes autres vidéos où j'en dis beaucoup plus et on aura l'occasion d'aller encore plus dans les détails à d'autres moments. Il faut que je me concentre pour la partie qui vient. Donc je vais essentiellement lire, reprendre les idées que j'ai prises dans le zine, faire le deuil de plein de précisions que j'ai envie d'apporter. Un petit changement par rapport à ce que je disais précédemment, c'est que c'est finalement le Rainbow Tarot qui va nous accompagner. De mon côté, j'ai plus de plaisir et d'aisance à enseigner le tarot avec ce tarot-là. Et dans ce jeu, j'isole les 22 cartes des atouts, puisque c'est d'elles dont on va parler plus en détail pour l'instant. Les atouts, c'est déjà peut-être des cartes qui te sont plus familières à la base, parce qu'on les voit fréquemment dans des films, dans des séries, dans des œuvres en tout style. En effet, même si c'est que des cartes à jouer à l'origine, c'est-à-dire au XVe siècle, j'ai noté dans mon zine 14, 15e siècle, je ne sais pas d'où ça me sort, mais donc au XVe siècle, en fait aujourd'hui on considère souvent c'est des archétypes. Je ne vais pas du tout rentrer dans les définitions et les enjeux de ce genre de choses, parce que voilà, c'est super intéressant, mais c'est l'objet d'un tout autre format. En fait, c'est comme des motifs qui reviennent dans l'imaginaire, dans la culture, dans nos structures. Les illustrations de ces 22 cartes-là, elles sont souvent assez riches en symbolisme. Et alors, c'est le moment de vous poser la question quand vous les regardez. Est-ce que vous trouvez ça déroutant? Est-ce que vous trouvez ça inspirant? Un peu des deux? Personnellement, je les appelle les atouts, vous l'avez entendu, mais on les appelle plus fréquemment l'arcane majeur, dans le monde du tarot, en particulier du tarot dit divinatoire. Donc l'arcane, c'est quoi? Les secrets, les mystères, et majeur, ça implique quoi? Un rapport hiérarchique, ça implique qu'elle serait plus importante que les autres cartes. Alors du coup, c'est pour ça que j'utilise le terme atout, que je trouve plus neutre, parce que j'ai envie de démystifier l'idée qu'il y a un tarot qui nous dévoilerait des grands secrets, qui serait complètement mystérieux, et du coup pas forcément accessible, ou accessible exclusivement aux personnes initiées. Et puis, je veux aussi que le tarot soit non hiérarchique, et du coup, pour moi, c'est un peu de la poudre aux yeux, ce vocabulaire-là. Mais par souci de convention, vous allez en vrai m'entendre super souvent l'utiliser. Je crois que j'ai inversé mes pages, donc je commence par la 14 au lieu de la 13. Ce qu'on peut retenir de ces cartes, c'est qu'elles nous parlent d'expériences, dont l'impact peut être plus intense, l'énergie peut être plus durable, et qui sont plus complexes. Et donc en fait, ça m'énerve de dire ça, parce que je me dis, oh, je suis pas cohérente. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'hierarchie, qu'en fait elles sont pas tellement majeures, mais quand je vous en parle, je risque de vous donner l'impression que quand même, elles sont plus quelque chose. Et elles sont peut-être un petit peu plus quelque chose. C'est sujet à débat, mais je pense que cette définition qui fait consensus, elle est intéressante quand même là maintenant pour l'apprentissage du tarot, pour positionner ces cartes dans les tirages. Et puis il y a plein de nuances à apporter. Peut-être que vous n'allez pas les apporter avec moi dans cette vidéo, ni même dans les autres, mais que vous allez les apporter vous au fur et à mesure de votre pratique. En fait, même quand elles se déroulent au niveau personnel, ou au niveau ordinaire, commun, donc au niveau microscopique, elles trouvent souvent des échos au niveau macroscopique. Ça peut être qu'elles vont valoir dans plusieurs pans de notre vie. Par exemple, on se dit, ouh, j'ai tiré telle carte, la force, ça me fait penser à ça. Ok, dans ta situation professionnelle, ça me fait penser à ça, mais en fait, ça va aussi avoir un impact dans ta vie, disons, relationnelle ou amicale, ou toutes ces choses. Donc, elles ont comme ça cette capacité à nous emmener dans plein de pans de notre vie. Ce côté-là où elles relient plusieurs niveaux, ça peut aussi être que ça va nous relier à des pans qui dépassent notre histoire personnelle. Donc, certaines personnes y voient du coup assez rapidement des choses qui vont être plutôt philosophiques, mais ça peut aussi être justement des choses qui sont plus politiques, qui vont nous sortir de nous et nous positionner plus par rapport à tout l'aspect systémique. Et ça peut être en vrai plein d'autres choses. Elles sont vraiment riches et foisonnantes, ces cartes. Et oui, elles sont riches, c'était le petit point suivant, elles sont riches en facettes, elles sont riches en expressions, riches en applications, en symboles à interpréter, etc. Et par conséquent, elles peuvent se montrer moins immédiates, moins faciles d'accès, parfois plus impressionnantes. Mais c'est aussi un truc qui est vraiment super cool avec ces cartes, c'est qu'elles vont continuer toujours de nous informer. On va toujours continuer à découvrir des facettes complémentaires au fur et à mesure de nos tirages et des mois ou des années de pratique. On voyage avec ces cartes, c'est quand même un truc fabuleux. Qu'est-ce qu'on peut retenir de plus? Vous aurez remarqué qu'elles sont numérotées. Ici, c'est en bas, par exemple, 16, la maison Dieu ou la tour. En fait, ça n'implique pas forcément une lecture linéaire, mais les appréhender dans l'ordre, entre guillemets, ça peut offrir une grille de lecture, et en tout cas, beaucoup de personnes se sont inspirées de l'ordre de ces cartes à travers l'histoire, et encore maintenant. Ça nous offre une grille de lecture, un éclairage sur les histoires qu'elles racontent.
Il y a par exemple beaucoup de gens qui utilisent l'idée du voyage du fou à travers les arcanes majeures. Et donc les cartes que le fou, le mât, traverserait dans l'ordre numérologique. On peut aussi penser à partager les arcanes majeures dans l'ordre numérique en 3 lignes, avec les 3 étapes de la vie ou les 3 dimensions de l'être, etc., etc. Donc, en fait, c'est des clés parmi bien d'autres de l'interprétation des cartes et nullement des nécessités. Alors, comment on les interprète? C'est un peu le bateau, mais je le dis quand même parce que pour beaucoup de personnes, ça fait partie des choses qui nous impressionnent. Quand on découvre le tarot, bah déjà, on observe les images, on observe ce qu'elles évoquent chez nous, c'est la première chose. Ça peut être complètement intuitif, mais parfois c'est aussi impressionnant pour certaines personnes qui viennent au tarot qui disent « mais j'ai pas d'intuition ». Ça peut être complètement analytique de retenir, voilà, quelle est la symbolique du tournesol sur le soleil. D'ailleurs, j'ai aussi une carte du soleil derrière, qu'est-ce que ça vous évoque, etc. Ça peut aussi être en apprenant les significations, et ça ne doit pas être un super gros truc, mais retenir quelques mots-clés, lire des bouquins sur le tarot, tout ça, écouter des podcasts, regarder des vidéos, c'est des choses qui nous aident à retenir ce que d'autres personnes pensent des cartes, ou quelles sont les interprétations communément acceptées, et voir ce qu'on en fait finalement. Donc il y a une part de mémorisation, mais c'est pas nécessaire, et je remets ça ici au centre. C'est bien si vous apprenez la structure du tarot, mais au final, il y a plein de gens qui tirent les cartes pour elles-mêmes, sans forcément connaître les significations par cœur et en se référant beaucoup au livre. Et après tout, c'est ok, quoi. Ça participe aussi à pas se mettre la pression de pouvoir se dire, en fait, on peut compter sur le livre, c'est pas si grave. Alors, autre piste pour l'interprétation, relever des échos dans nos vies et autour de nous. Donc, encore une fois, c'est l'âme. Ça participe de autre chose que la mémorisation, c'est comment les cartes s'incarnent dans notre vie et ailleurs. Et donc, au fur et à mesure, elles gagnent en signification pour nous aussi. Puis, on a aussi la possibilité d'approfondir. C'est vraiment optionnel, mais avec différents types d'analyse. Ça peut être l'analyse des couleurs, ça peut être la numérologie, ça peut être les correspondances astrologiques, ça peut être l'analyse des postures ou des attitudes, etc., etc. Plein de choses qui vont rajouter, mais a priori avec l'observation, un peu d'études éventuellement, ou un bouquin, et prendre le temps à chaque fois de se dire, ok, ça me fait penser à quoi dans ma propre existence, ou dans l'existence de mes proches, ou par exemple dans des films, dans des séries, dans des livres, ou quoi, c'est déjà une très très bonne base. Ici, on a le jugement qui nous fait une référence au jugement dernier. Vous allez voir qu'il y a plein d'autres cartes qui sont comme ça un peu chargées. Ici, on a la papesse ou la grande prêtresse, souvent dans les jeux en anglais, qui s'inspire moins du Marseille, l'impératrice, etc. Donc, vous avez compris qu'il y a beaucoup de gens qui renomment ces cartes parce que si on veut rendre le tarot plus inclusif, moins genré, moins religieux, moins féodal, moins hiérarchique, bah, ça peut être intéressant de se passer de termes comme impératrice, comme papesse, et je ne sais plus ce que c'est, jugement, etc., etc. À la fin d'usine, il y a une liste des noms alternatifs pour vous aider à vous y retrouver, ou des noms traditionnels du Marseille, par exemple, et comment on va les nommer dans d'autres systèmes, comme je vous ai dit, Marseille, papesse, Rider-Waite-Smith, grande prêtresse, ou le pape qui va devenir hiérophante, etc. Tout ça, ça peut être source de confusion, mais en fait, ça n'est pas tant que ça. Et en général, les numéros de cartes, à part le 8 et le 11, qui sont parfois interchangés selon les systèmes, ne changent pas. Et c'est ça qui vous permet, quand les cartes sont numérotées, ce qui est franchement quasiment toujours le cas, 99% du temps, c'est le cas dans les majeurs, de vous y retrouver quand même. En plus des atouts, on a aussi les 4 suites. C'est quoi les suites? Les bâtons, vous voyez ici l'as de bâton, les coupes, voilà, l'as de coupe, les épées, avec l'as que voici, l'as d'épée, et les pentacles, ou denier si vous avez un Marseille devant vous, pentacle, denier dans le Marseille, ou disque pour les tarots qui sont plus inspirés du Thoth. Et vous allez voir qu'encore une fois, ça peut être renommé selon les jeux. Mais ces cartes-là, dans chacune des 4 suites ou séries, on a des cartes qui sont numérotées de 1 ou As à 10. Donc, ce sont des cartes numérales. On les appelle les suites et les séries, c'est la définition la plus neutre, mais dans le monde du tarot, tout comme on a l'arcane majeur, on a l'arcane mineur. Donc, elles n'ont toujours rien de mystérieux et elles n'ont rien d'anecdotique comme pourrait l'impliquer le mot mineur. Mais bon, voilà, vous savez comment on les appelle le plus fréquemment. C'est quoi ces suites ou séries? Bah, ce sont des situations, des interactions, des humeurs, des sensations, des expériences, etc., etc., qui vont
se démarquer des atouts en ce sens qu'elles sont plus ancrées dans le quotidien. Leurs énergies vont aussi se faire sentir de façon générale sur le plus court terme. En général, au moment du tirage, on voit de quoi ça parle, mais ça va se dissiper assez rapidement, alors que, limite, les atouts, parfois on ne voit même pas directement de quoi ça parle, mais par contre, ils vont avoir des influences souvent plus durables. Et elles représentent aussi le microcosme. Elles sont plus proches dans nos écosystèmes, parfois plus palpables, plus tangibles. Au niveau du visuel, c'est des cartes qui sont assez peu illustrées dans le tarot de Marseille. Par contre, là, je ne vous montre pas des suites qui sont inspirées du tarot de Marseille. Celles-ci, elles sont inspirées, comme beaucoup des tarots contemporains, des dessins de Pamela Colman Smith. Au début du XXe siècle, Pamela Colman Smith a dessiné un tarot qu'on appelle souvent le Waite-Smith ou le Rider-Waite-Smith, RWS, et elle s'est prise à illustrer les cartes des mineurs. C'était déjà le cas sur certains tarots à travers l'histoire, par exemple le Solabusca, etc. Mais on va peut-être pas rentrer non plus dans l'histoire ici, je dois m'en tenir à mon petit papier. Donc elle a illustré avec des scènes plus ou moins inspirées de la vie du quotidien. Et depuis lors, c'est pas rare que les tarots propose ça, ce qui facilite, selon certaines personnes, l'interprétation et qui a aussi participé à la popularisation du tarot, alors que dans un tarot de Marseille, on va plus souvent avoir donc, le nombre de bâtons ici, hein, ou de pentacles ici, d'épées là, qui vont être articulées, positionnées les unes par rapport aux autres, et on va avoir éventuellement un peu de fleurs ou de fioritures dessus, mais c'est tout. Donc, comme ça, vous comprenez les différents systèmes. J'essaie de vous expliquer ici une méthode qui va vous permettre d'utiliser un jeu de 78 cartes, quel qu'il soit, mais sachez qu'en général, je parle davantage des jeux de la tradition du Rider-Waite-Smith, c'est celle que je connais et que je maîtrise. Là, normalement, vous vous dites, ok, c'est bien beau tout ça, mais j'ai toujours pas la moindre foutue idée de comment on interprète ça dans un tirage. Ok, c'est là qu'est le truc central. En fait, ces suites, c'est des suites élémentales ou élémentaires. Chaque suite, elle est associée à un élément. Il y a toute une série de philosophies qui prétendent que les 4 éléments sont présents dans tout, partout dans le monde et partout en nous. À la fin du XVIIIe siècle, il y a des occultistes qui se sont dit qu'en fait, ces 4 suites du tarot ou de la plupart des cartes à jouer pouvaient tout à fait correspondre aux 4 éléments. Et donc, ils nous ont ramené cette interprétation qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc, c'est vraiment l'extrapolation des 4 suites des cartes à jouer. Les bâtons correspondent à l'élément de feu. Et on va voir tout de suite ce que le feu peut signifier dans nos existences. C'est comme en astrologie. Les pentacles correspondent à l'élément de terre. Les coupes correspondent à l'élément d'eau. C'est très visible, évidemment. Après, une fois que vous savez ça, vous dites « Ah ben oui, évidemment, c'est présent dans le visuel. » Et l'épée, alors vous voyez ici la présence du ciel, des nuages, du vent parfois, c'est l'élément d'air. Il y a des variations dans ces dénominations, les épées peuvent être appelées par exemple les lames, etc., etc. Et je vous réfère encore une fois à la fin d'usine pour voir ça. Alors, je vais vous lire ce que j'ai noté sur les petites choses à retenir pour étudier chacune des suites et les appréhender et comprendre de quoi ça parle au final, quoi. La suite des bâtons, l'élément de feu, en quelques mots, c'est tout ce qui brille en chacune de nous, c'est notre feu intérieur, l'énergie, la passion, l'art, la créativité, l'activisme, la magie, ce qui anime, ce qui fait vibrer, ce qui nous met en mouvement. Ça, c'est vraiment bref, mais efficace, promis, ça vous permet de bien comprendre de quoi il s'agit. Les coupes, donc l'élément d'eau, c'est en quelques mots tout ce qui nous touche, les émotions, les sentiments, les relations, comment tout ça, ça se fait, ça se défait, comment ça nous nourrit et ça nous épuise. Il y a toujours différentes facettes, évidemment, à chaque carte et à chaque suite aussi. C'est tout ce qui nous irrigue, c'est l'intuition, la spiritualité, les interconnexions, les rêves, l'imagination, l'inconscient. En ce qui concerne ensuite les épées, ou l'élément d'air, c'est tout ce qui se passe dans notre tête. Et comment on le communique? C'est le mental, les idées, la parole, la capacité d'analyse, ce qui nous tourmente quand on réfléchit trop, quand les pensées intrusives prennent le dessus, ça, particulièrement dans le Waite-Smith qui a poussé beaucoup les épées vers ce côté
le mental, c'est pas bien. Je plaide plutôt pour une réhabilitation du mental et de mettre un peu toutes les suites à égalité finalement. D'ailleurs, on a aussi parfois ce genre de cliché pas très très cool par rapport au pentacle parce que ça se réfère au monde matériel et que voilà, hein, il faudrait s'élever intellectuellement ou spirituellement et pas être dans le matériel. Or, le matériel est partout. Et donc, les pentacles et la terre, c'est quoi? Vous voyez, je suis déjà en train d'être beaucoup trop longue. Hein. En quelques mots, c'est tout ce dont on fait l'expérience avec les sens. C'est le corps, la stabilité, le travail au sens large, donc pas juste ton taf, mais le travail, c'est toutes les choses dans lesquelles on s'implique, on met du temps, voilà, on verra les détails davantage par la suite. Et c'est notre place aussi dans des écosystèmes, c'est tout ce qu'on co-construit. D'ailleurs, je vous le lis tout de suite, parce que je ne sais pas si on le verra en vrai plus par la suite, mais j'ai aussi à la fin, dans mon répertoire, un truc plus détaillé avec une page sur chaque suite qui doit vraiment pas mal vous aider dans votre apprentissage. J'ai aussi ça sur mon blog et aussi... Enfin, j'ai une série de vidéos assez longues, mais j'ai des playlists pour chacune des suites où on explore le tarot carte par carte. Donc, chacune de ces cartes, pour l'instant, numérotées dans les suites. Il ne manque plus que la suite des coupes au moment où je fais cette vidéo. Je rentre dans les détails et je vous donne mon interprétation queer et féministe de chacune des cartes. À ce stade, je laisse de côté les figures ou les personnages de cours, mais soyez rassurés, on viendra les voir par la suite. On n'oublie aucune carte, ces 16-là sont aussi chouettes que les autres. Mais comment interprète-t-on cette carte des séries? Mais juste la même chose que les autres, l'observation, l'étude et la pratique. Par où commencer? Alors là, c'est un peu central dans ce zine, je vous donne ma méthode. Une méthode qui permet de s'y mettre. C'est pas une méthode infaillible, c'est pas la seule façon d'utiliser les cartes, c'est même peut-être quelque chose que vous allez évacuer après dans votre pratique parce que ça vous parle pas du tout, mais c'est quelque chose qui nous permet dans le cadre de ce zine, de cet atelier de découverte, de sortir de cette vidéo ou de cette lecture et de se dire ok, maintenant j'ai une vision qui me permet de commencer à utiliser les cartes. Après, vous en ferez tout à fait ce que vous voulez, c'est pas nécessaire. Donc, cette première approche que je propose ici, c'est d'abord, c'est d'associer les suites, donc les éléments et les numéros. Donc, on l'a vu, il y a des thèmes qui sont communs aux cartes d'une même suite. C'est les associations élémentaires. Donc, toutes les cartes de coupe vont traiter de l'eau et donc des émotions, des relations, etc. Tout ce qu'on a vu précédemment. Et puis, il y a aussi des thèmes communs, plus ou moins, c'est pas nécessaire, mais c'est notre accord pour cet atelier ici, c'est de partir du principe qu'il y a des thèmes communs à chacun des numéros. Genre les as, c'est les potentiels, etc., etc. As, tous les 4 as ont des points communs, tous les 2 ont des points communs, tous les 3, etc. Sur un spectre de thématiques, évidemment, c'est là que c'est un petit peu plus compliqué pour certaines de voir les liens, mais voilà, il faut chipoter, c'est normal, parce que c'est qu'avec la pratique que finalement on se forge les significations qui nous conviennent le mieux. Et donc, en combinant tout ça, on arrive ici, en combinant ce qui caractérise et l'élément et le numéro, puis en ajoutant évidemment ce que nous inspirent les illustrations, l'observation, l'intuition, etc., on peut commencer à interpréter les cartes. En fait, toutes les cartes du tarot, les 78 cartes, elles ont tout un spectre, un éventail de significations, elles ont plein de facettes différentes. Ça, c'est déjà une chose à savoir. Et donc, c'est sûr qu'il n'y a pas un truc qui est figé. Oh, cette carte, elle veut dire ça, et à tous les coups, elle veut dire ça, et à aucun moment, elle voudra dire autre chose. Parce que ce spectre va se dévoiler en fonction des situations, en fonction des autres cartes du tirage, en fonction de comment nous, on évolue aussi dans notre interprétation, etc. Et donc, si je dois retenir déjà les spectres de signification pour chacune des cartes, bon, ici on a un as. Les as, c'est les commencements, le potentiel, la semence, l'énergie, la concentration de l'énergie, la suite, un nouveau départ, une impulsion, une proposition, un appel, des signes, une rencontre, un coup de boost, une synchronicité, le fait de saisir une occasion. Là, ce que je vous dis, c'est comment moi j'interprète la numérologie des suites. Ça n'est pas du tout un truc figé sur la numérologie et tout ça. En fait, je ne m'intéresse pas du tout à la numérologie. C'est vraiment l'observation, la pratique et l'étude du tarot qui donnent les mots-clés que je vous donne ici. Et peut-être vous allez en voir d'autres ailleurs. Ça ne veut pas dire que moi j'ai raison ou que l'autre personne a raison. Ça veut juste dire que je partage ici mon système et vous allez vous faire le vôtre. Hein. Les cartes numéro 2. On a une question d'équilibre ou
de déséquilibre, en fonction de toutes les choses que je viens de mentionner, mais aussi en fonction de la suite. On a aussi l'éventail des options, analyser ou ne pas arriver à analyser l'éventail des options qui se présentent à nous. On a l'idée d'être sur un seuil, au seuil d'un portail, au seuil d'un nouveau monde. On a l'idée de poser un choix, de faire des choix. Et donc, du coup, on a aussi l'idée de décision ou d'indécision, et de stabilité ou d'instabilité. À chaque fois, à appliquer en fonction de ce que je vais vous dire, par exemple, que vous pouvez lire. À chaque fois, vous pouvez vous référer au répertoire ou aux zines sur les bâtons ou les pentacles, etc., etc. Là, vous voyez très bien là, que la question de l'équilibre ou du déséquilibre, par exemple, elle est là. Les 3, c'est être ensemble, c'est la co-création, la concentration, la construction, la co-construction, la coopération, collaboration, le terme co, hein, avec, ensemble, ça revient souvent ici. C'est le partage, avoir une vision commune, c'est l'expansion, la manifestation, la concrétisation. Voilà, j'ai quand même envie de vous montrer le 3 d'épée parce que c'est une carte qui montre bien que ce système de numérologie peut être parfois difficile à appliquer quand on a des images comme celle-là qu'on peut avoir du mal à articuler avec les mots-clés que je vous donne ici. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant pour vous expliquer comment ça fonctionne, sinon on est parti pour 3 heures, mais je conçois en tout cas les limites du système que je vous donne maintenant tout de suite. N'oubliez pas du coup d'appliquer aussi l'observation, etc., etc. Les 4, c'est la structure, l'organisation, c'est un palier, il y a la question du groupe, et notre positionnement par rapport au groupe qui est souvent présent aussi, le positionnement vis-à-vis des dynamiques collectives, la question du contrôle, la question des limites, la question des restrictions et la question des célébrations. Ça peut paraître pas très lié, mais si à chaque fois on voit la notion de structure et de stabilité, notre rapport à la structure, alors peut-être c'est un peu plus clair de pourquoi on a à la fois célébration et à la fois restriction. Alors, les 5. Je vous montre un petit 4 avant de sortir un 5. Le 5 de bâton. Les 5, c'est la crise, le conflit, le chaos, la perte de repères, la précarité, le deuil, la dispersion, une période trouble. Le 6, je reste dans les bâtons du coup. Le 6, il y a une question d'échange, de transition, de passage, une grande étape, de la reconnaissance, des souvenirs, le rapport à son environnement, à son entourage, etc. Les 7 nous parlent de persévérance, de doute, de confusion, de secret, de déception, de construction, de fierté, de fiabilité, de ruse, d'adaptabilité, d'évaluation et de réajustement. Les 8, on va prendre 2 peut-être. Les 8 vont nous parler d'échec ou de réussite, d'engagement, d'élan, et l'élan de la fuite, l'élan d'un nouveau cap, un travail ardu, la volonté, le fait de suivre une voie, le fait d'observer les patterns, les schémas et d'en tirer les conséquences. Le 9, c'est l'accomplissement de nos idéaux, c'est les idées qui nous hantent aussi parfois, c'est ce qui nous manque pour s'accomplir, c'est ce qui manque pour accomplir, c'est l'épanouissement de la suite ou bien la saturation de la suite. Selon les suites, ça va être plus ou moins marqué. Avec les 10, on a l'intégration et ou la transition, la fin d'un cycle ou d'un chapitre, le partage et la transmission. Donc je rappelle ce que j'ai déjà dit, que cette méthode numérologique, ce n'est pas nécessaire pour taroter. Vous l'abandonnerez peut-être, mais c'est fort utile pour se lancer dans le cadre qu'on a ici d'un atelier ou d'un exercice. Et si vous ne savez vraiment pas par où commencer, s'il vous plaît, appliquez cette méthode et lancez-vous dans le tarot. Ça vous donnera certainement envie d'explorer d'autres pistes par la suite. Les figures, ce sont les valets ou les pages en anglais, les cavaliers ou les chevaliers en anglais, les reines, je vous montre un roi, les reines, et les rois, qui sont à chaque fois vont se décliner dans chacun des éléments. Donc ça donne en tout 16 figures. Les noms sont associés à des fonctions dans les cours royales européennes au Moyen-Âge. Et pour rendre le tarot plus représentatif, il y a beaucoup de créatrices qui les renomment ou qui les dépouillent de leurs attributs antidémocratiques ou genrés qui sont absolument pas nécessaires du tout à l'interprétation. On peut les représenter et les interpréter d'une manière non genrée. Je vous supplie d'ailleurs de le faire, même si parfois c'est difficile de faire abstraction des noms ou des images en fonction de ce que les tarots vous proposent. Tout comme les cartes numérales, elles peuvent faire référence à des situations, à des interactions, etc. Mais on estime quand même souvent qu'elles font surtout référence à des personnes. Elles peuvent représenter des tierces personnes dans la vie de la personne qui lit les cartes ou se fait tirer les cartes.
C'est souvent le cas d'ailleurs en cartomancie traditionnelle. Mais dans le tarot moderne, donc depuis les années grosso modo 60-70 et encore plus par la suite, on va en fait les interpréter le plus souvent comme des parties de soi. Comme ce que d'autres personnes évoquent pour nous, ce qu'elles nous inspirent, comme nos projections. En fait, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus éthique. Les voir comme des parties de nous ou comme des projections éventuellement, ça nous évite d'analyser le fonctionnement d'autres personnes sans leur consentement. C'est quand même une valeur assez importante, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Si on va associer ces cartes à d'autres personnes, c'est pour ce que ces gens représentent pour nous, pas pour essayer de deviner ce qu'elles pensent, de deviner leur motivation. Hein, là, je cite souvent le fameux cliché, va-t-il revenir? Non. C'est vraiment beaucoup plus intéressant de donner la priorité à c'est des parties de nous, et si jamais vraiment il y a un écho avec une autre personne, c'est plutôt qu'est-ce qu'elle représente pour nous, plutôt que qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne, etc. Comme pour les cartes numérales, je vous donne ma méthode d'interprétation efficace et un moyen de faire connaissance avec les figures que vous pourrez toujours changer par la suite. Il s'agit de combiner les traits de la figure et les thématiques de son élément ou de sa suite. Il y a aussi une liste beaucoup plus complète à la fin d'usine. Si vous voulez entrer davantage dans les détails, je vous invite vraiment à aller lire ça. Mais en vraiment quelques mots pour chacune des figures, on a avec les valets la curiosité, le fait d'être ouverte et l'apprentissage de l'élément de la suite. Avec les cavaliers, cavalières, on a le fait d'être déterminé, d'être focalisé et la quête, la recherche de l'élément de la suite. Avec les reines, on a l'épanouissement, le fait d'être à l'écoute et l'incarnation de l'élément. Et avec le roi, on a le fait d'être solide, d'être responsable et la transmission de l'élément. Je l'ai déjà dit ailleurs dans la vidéo, mais c'est là dans le zine et j'ai vraiment envie d'insister, d'enfoncer le clou. En fait, notez bien que je vous livre une interprétation à la fois simplifiée des cartes, mais aussi une interprétation personnelle, qui va être aussi dégenrée que possible par ailleurs, surtout au niveau des figures, et que d'autres cartomanciens et cartomanciennes vont sûrement avoir d'autres grilles d'analyse et d'autres interprétations. C'est ok, il n'y a pas de bonne interprétation, je vous dis pas que la mienne est la bonne, je vous dis pas que celle d'autres personnes est la bonne. Prenez en compte ce que vous voyez passer et puis faites votre propre mélange comme des bons alchimistes avec tout ça. Si tu pratiques le tarot, avec la pratique, tu vas forcément finir par t'approprier l'outil et tu vas savoir ce qui fonctionne pour toi. Yes. Et donc, je vous rappelle qu'il y a quand même pas mal de ressources sur ma chaîne et sur mon blog. Vous n'êtes pas obligé, encore une fois, si ce que je vous dis ne vous parle pas, mais je vous en prie, allez chercher des informations ailleurs, ne vous limitez pas à m'écouter. Place à la mise en application de tout ce dont on vient de parler, parce que c'est bien beau d'avoir une vague idée de comment on peut commencer à interpréter la carte, mais du coup, la première chose à se demander, enfin la seconde chose à se demander, du coup, c'est comment faire des tirages, comment pratiquer d'une façon ou d'une autre le tarot, même en dehors des tirages. En tout cas, je suis certaine d'une chose, c'est que la pratique, c'est essentiel. Et qu'il faut y aller, il faut essayer. Je sais que pour certaines personnes, c'est impressionnant, mais n'écoutez pas les gens qui vous disent que c'est impressionnant, qu'il faut passer du temps avec son jeu, qu'il faut forcément connaître le tarot avant de l'appliquer, et tout ça. Franchement, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui vous donne l'impression d'être des cons, d'avoir besoin d'être initié, que vous n'êtes pas juste bien là comme vous êtes. En fait, où vous en êtes, l'état dans lequel vous en êtes au moment où vous venez au tarot, c'est le bon en fait, c'est bon, allez-y, pratiquez. En tout cas, voilà, ça va peut-être être contesté, mais à mon avis, la meilleure façon d'apprendre le tarot, c'est de pratiquer le tarot, c'est d'essayer. Et c'est d'essayer différentes choses et de voir ce qui fonctionne pour soi, évidemment. Donc, déjà, une première chose facile à appliquer, je pense, c'est de faire des tirages, tout simplement. Par exemple, les tirages à une carte. En tant que débutant, c'est vraiment un truc sympa à faire, c'est une carte à la fois. L'observer, lire à son sujet, la relier à ce qu'on traverse pour le moment, en particulier des événements, des états d'esprit qui sont propres au jour même. Si par exemple, dans une période de pratique donnée, on tire une carte tous les jours. C'est une technique qui peut être moins impressionnante que d'autres, hein, que les grands tirages par exemple, quoi, mais elle est aussi moins incapacitante face aux cartes. On en prend une à la fois et on voit un peu comment ça se déroule. Comment elle résonne au fil de la journée et tout, puis on peut faire le bilan, alors prendre des notes, c'est toujours quelque chose qui peut être assez sympa pour essayer de fixer, mais c'est pas toujours possible évidemment, pour plein de raisons. Donc c'est vraiment une méthode sympa pour se familiariser avec les cartes. Évidemment, au lieu d'avoir tiré une carte comme ça sans particulièrement lui donner une position, tu peux aussi lui donner une position, autrement dit, poser une question simple et tirer une carte pour y répondre.
Et on va voir après qu'il y a aussi des choses qui peuvent être intéressantes à mettre en place dans la façon de poser les questions. J'écrivais ici dans le zine qu'on éprouve rapidement le besoin de développer ces techniques pour découvrir tout le potentiel des cartes. Et en fait, la manière la plus classique de tirer les cartes, ce qu'on entend souvent quand on fait faire un tirage, c'est de procéder par un étalement, c'est de prédéterminer des positions pour chacune des cartes qui va être tirée par la suite. Et pour ça, il y a plein de tirages qui sont dispo en ligne ou dans des bouquins. Ça, il y a des choses très classiques comme la croix celtique ou bien le tirage en 3 cartes, je vous donnerai quelques exemples après. Puis il y a plein de trucs super originaux, inspirés de la pop culture, des célébrations païennes du moment, tous ces trucs, c'est vraiment assez intéressant. Et puis après, ou même tout de suite, si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi composer vos propres étalements sur le vif ou bien en les préparant à l'avance pour répondre justement à la situation qu'on ramène au tarot, aux célébrations, etc. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi à lire les cartes dans leurs interactions les unes avec les autres, ce qui est peut-être une des choses qui est parfois un peu plus difficile et qui vient avec la pratique, qui n'est pas du tout quelque chose qui est là pour cet atelier de découverte du tarot, mais qui est chouette pour ensuite. J'avais fait une vidéo qui était tout particulièrement conçue pour les tirage de cartes et comment tirer les cartes et tout. C'était censé être une série et il n'y en a qu'une. Donc je me fais une note mentale ici pour dire de la compléter et une note pour vous pour vous dire qu'il y a déjà la première partie de la vidéo qui est disponible depuis 3 ans. Un des défis dans les façons de poser les questions, je pense, c'est de les poser et de déterminer les positions d'une manière qui est autonomisante, qui est empouvoirante, sans être en même temps juste on nie ce qui va pas, mais qui aussi nous permet d'être agente, d'être pas forcément tout le temps au cœur du tirage, mais de pas nier notre capacité d'agir. Et ça, c'est parfois compliqué, j'ai pas forcément une recette miracle à vous donner pour tout ça, je pose juste ça ici. Puis, je vous dis un petit truc sur le tirage, la page suivante, c'est que le tarot permet d'élargir notre vision sur une situation, de porter le regard plus loin, et voir peut-être aussi dans l'invisible. Ça permet d'en savoir plus sur les causes, les origines d'une situation, ce qui peut déjà être aussi une indication pour donner des positions dans un tirage, sur nos motivations, sur nos désirs, sur les obstacles et comment les contourner, sur nos comportements, notre rythme, notre communication, sur ce qui manque dans une situation, ce qu'on peut inviter, ce qu'on peut apporter, ce qu'on peut transformer. Évidemment, tout est lié, et quand je dis autonomisant, c'est pas qu'on est genre des entités complètement autonomes, et tout est aussi interdépendance. Ça peut aussi être quelque chose qui est intéressant à ramener dans nos tirages, ça c'est aussi l'objet d'une autre vidéo, mais donc j'en profite pour dire que quand même le personnel est politique, que les rapports de pouvoir sont aussi omniprésents quand on tire les cartes, ce qui parfois dans une optique de tirage de cartes très développement personnel et tout, on peut avoir tendance à nier et justement nous considérer comme des individus qui seraient pas partie prenante du monde dans lequel on vit, quoi. Alors, j'ai aussi des petits conseils pour les personnes qui vraiment se disent « j'ai aucune idée comment on tire les cartes ». Donc là, vraiment la mise en pratique. Donc d'abord réfléchir à une question ou à un thème, c'est une bonne idée. Assigner des positions aux cartes, même s'il n'y en a qu'une. Les cartes qu'on va lire, on peut avoir des exemples, on peut chercher en ligne. Je vous conseille quand même de noter, parce qu'après, au fil du tirage, c'est facile d'oublier ce qu'on a voulu donner comme position à quelle carte. Donc pour mélanger les cartes et les piocher, il n'y a pas non plus de règles précises. On a peut-être tous, à un moment, on développe nos propres pratiques, routines ou superstitions, mais en fait, tout est un peu... Il n'y a aucune obligation, quoi. Pas de couper le jeu de telle manière, pas de tirer obligatoirement de la main gauche ou tous ces trucs-là. Donc voilà, j'en profite pour le dire, hein, il ne va pas vous arriver des malheurs ou votre tirage ne sera pas moins pertinent parce que vous n'avez pas tiré de la main gauche, que vous n'avez pas pris 3 respirations avant de... Après, une fois que vous avez établi quelles sont vos routines et vos rituels autour du tarot, peut-être que vous allez vous sentir un peu pris de court si vous ne les établissez pas, mais c'est en aucun cas un prérequis. Si jamais, par exemple, hein, vous les avez donc déposés sur la table devant vous, par exemple les 2 cartes du tirage, vous pouvez les retourner simplement, prendre le temps de les regarder et puis les interpréter comme on a vu, avec l'observation, avec éventuellement ce livret et ma petite méthode ici, ou bien un autre livret d'accompagnement qui vient avec un tarot, ou bon, en ligne, s'il vous plaît.
méfiance, parce que souvent les premiers résultats sur Google sont genre vraiment du tarot bien drama, bien prédictif, qui vous apporte rien, qui peuvent vraiment vous décourager de pratiquer du tarot, honnêtement. Donc, intuition pure, lire les explications qui sont dans un bouquin, un peu des deux, appliquer la méthode que je vous propose ici aussi avec la numérologie et tout ça est tout à fait ok. C'est possible d'interpréter chaque carte séparément, surtout en fonction des positions du tirage. Donc, ok, ça c'est dans la position de, par exemple, d'où je viens, et j'interprète cette carte qui est arrivée dans cette position seule. Mais on peut aussi les observer en voyant comment elles interagissent entre elles. Est-ce que les personnages se regardent? Est-ce qu'il y a une couleur qui revient, un symbole qui revient? Et puis voilà, plein d'autres choses aussi, un numéro qui revient, ou voilà, par exemple ici on peut déjà penser que la structure, voyez, qui encadre à chaque fois, qui revient sur la carte est la même. C'est tout le genre de petites choses auxquelles on peut prêter attention, quoi. Ou voilà, ici on a quelqu'un dont on ne voit même pas les mains qui sont cachées derrière son voile, probablement tenant le livre. Et ici on a quelqu'un qui est très active dans ce qu'elle fait. Donc ça peut être des choses qui nous permettent aussi de lire le tirage comme un ensemble et pas comme des cartes séparées. Mais c'est pas obligé, franchement, parfois ça peut être un peu impressionnant d'essayer directement de faire un tirage qui est très fluide, où on n'a pas on s'attarde pas sur chacune des positions. Moi, la plupart du temps, quand je fais des tirages, je lis les cartes séparément, en fait, puis je retiens mon idée générale, mais mon tirage est construit carte après carte. En réalité, vous savez, je me sens pas plus nulle comme cartomancienne pour autant. Et puis, ça peut être aussi intéressant, à la fin de son tirage, de retirer une petite carte de conseil ou de mise en application des résultats qu'on a obtenus jusque-là dans l'interprétation du tirage. Ensuite, dans le zine, je vous donne des petits exemples d'étalement simples, avec 1, 2, 3 positions. Et donc, là, c'est des variations sur les 3 cartes, ça peut être vraiment bien, parce que c'est vrai que beaucoup de cartes au début, ça peut être très déroutant, très fatigant aussi, et difficile d'appliquer le tirage. Et donc, souvent, moins il y a de cartes, et plus c'est facile. Ça dépend quel genre de récit on veut faire, évidemment. Et c'est juste souvent, c'est pas genre une règle générale. Mais bon, bref, ça peut être première position, la situation, puis la deuxième, le blocage, ou le problème, ou le frein, et puis la troisième, la solution, ou la résolution. C'est quelque chose qu'on voit souvent. Moi, je ne pratique pas trop ce genre de tirage-là, mais quand on m'a tiré les cartes, j'ai trouvé que ça pouvait vraiment bien fonctionner. Le présent, le passé et ce qui est à venir. Le présent étant souvent au milieu dans ces cas-là, donc passé, présent et avenir. Et le passé, ça peut être d'où tu viens, le présent, c'est où tu en es, et l'avenir, ce qui émerge, de façon à ce que ce ne soit pas, si jamais vous ne voulez pas faire du prédictif, ou l'avenir, c'est ce qui va d'office arriver, ouais, ça dépend de comment vous voulez tirer les cartes, évidemment, si vous pratiquez le tarot à des fins prédictives ou pas. Ce n'est pas, par exemple, assez peu mon cas. On peut avoir tes aspirations, et puis en deuxième position, ce qui te retient, et puis en troisième, ce qui est clos, et tout ce genre de choses. C'est vraiment, vraiment super sympa de faire des tirages en 3 cartes, en vrai. Alors, sur les thématiques et les questions ouvertes, quelques petits conseils, mais encore une fois, on peut présenter en mode règle, mais c'est vraiment à vous de voir ce que vous en faites. Mais je pose ça là parce que c'est noté ici, féministe et queer, et ça fait partie aussi des réflexions de ce qui est possible pour queeriser le tarot. Mieux vaut se concentrer sur ce sur quoi on a une prise, à savoir soi-même. Nos actions ou réactions, ce qu'on intériorise, ce qui nous anime, notre parcours, etc. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai du mal à faire la vidéo qui va avec ce zine, parce qu'en réalité, j'aime bien faire un tarot aussi, pratiquer un tarot pour communiquer et interagir avec le territoire, avec le lieu et tout. Et donc, en vrai, mon tarot n'est pas tout le temps centré sur moi-même, mais ceci dit, je trouve ça intéressant quand même comme conseil pour débuter, dans le sens où souvent on débute en voulant savoir si on va rencontrer machin, comment va blabla, tous ces trucs qui en fait sont souvent assez polluants et nous empêchent de se concentrer sur ce sur quoi on a vraiment, en effet, une prise quand on commence le tarot et pas se disperser, c'est soi-même, quoi. Mais après, c'est vraiment nuancé dans la pratique. En réalité, la preuve, je nuance moi-même les trucs que je mets en mode, mais c'est trop simple, car tout. Alors attention à la question du consentement quand même. C'est pas mal d'éviter les questions intrusives et désempouvoirantes sur les intentions, les sentiments, etc. d'autres personnes.
C'est toujours sympa de mettre la personne qui consulte le tarot au cœur du tirage, se pencher sur son point de vue, sa place dans ses écosystèmes et dans ses constellations, qu'on se lise les cartes pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Hein. Éthiquement, je trouve que c'est toujours intéressant. En tout cas, de se poser la question si jamais on ne le fait pas. Et en ce sens, oui, quand je vous dis, je tire les cartes aussi pour le territoire et tous ces trucs-là, c'est aussi ma place dans mon écosystème et où je me situe dans les relations, quoi. Quelque chose comme ça. Poser des questions ou élaborer une thématique, laissant de l'espace pour développer une interprétation et un récit nourrissant, nous positionnant comme des actrices, réclamant notre puissance, sans occulter bien sûr les rapports de pouvoir, les systèmes oppressifs et les impacts sur leur vie, ce qui arrive malheureusement trop souvent quand on tire les cartes, je trouve. C'est la fin de mon zine, hein. On voit bien, c'est un peu bordélique. Mais parce qu'en vrai, j'aurais vraiment voulu que ce soit un atelier, donc je ne suis pas capable malheureusement avec ma maladie chronique de donner, et que donc tout ça n'ait pas lieu d'être puisqu'on aurait testé quoi directement en pratique. Parce que sinon on a trop vite des règles en fait, alors que juste il suffit d'y aller. On met les mains dans le cambouis. Un truc que j'aime vraiment bien, c'est méditer ou écrire avec le tarot. Méditer, ça peut être aussi impressionnant pour certaines personnes, mais il y a plein de... ça peut complètement se traduire par des exercices en écriture libre, laisser venir ce qui vient et tout. Donc, imagination créative ou méditation pure, à toi de choisir dans quel registre tu te sens le plus à l'aise ou comment tu souhaites les alterner. On conseille souvent d'entrer dans la carte pour en approfondir la connaissance. Et alors, si vous allez voir, souvent ça dans des bouquins, mais comment on peut faire? On peut commencer par regarder la carte consciencieusement et intégrer les couleurs, les textures, les postures, etc. Puis progressivement, à l'aide de la respiration, lâcher le focus sur ces éléments et s'imprégner de la carte. Fermer les yeux si on le souhaite, puis se visualiser faisant un pas pour rentrer dans la carte, entrer dans le paysage de la carte. Et là, prêter attention à ses sens. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je peux toucher? Qu'est-ce que j'aperçois à proximité ou dans le lointain? Quelles sont les odeurs, quels sont les sons, et vraiment se laisser embarquer dans l'univers de la carte, et de déborder de ce qu'on en voyait de prime abord quand on l'observait tout simplement ici. Si j'entrais dans l'étoile, je dirais, ok, qu'est-ce qu'il y a là sur la montagne? C'est quoi les fleurs que je discerne à peine ici? Certainement, si je faisais ce genre de méditation, j'entrerais dans une discussion avec l'oiseau, ou peut-être je goûterais ce qu'il y a dans ses amphores, ou... je laisserai la lumière de cette étoile m'envelopper, etc., etc., etc. Si un personnage observe sa position, ses tensions, ses gestes, demande si tu peux communiquer, justement ce que je disais, et puis que fait-elle, comment se sent-elle, est-ce que tu ressens la même chose qu'elle, quel est son univers, d'où vient-elle, tu peux lui poser vraiment littéralement ces questions, et même par écrit, c'est vraiment toujours super chouette, et faire le focus sur un élément de la carte, à l'écrit ou en méditation, et demander à cet élément de nous conter quelque chose sur la carte, de nous raconter, c'est vraiment, ça a l'air un peu bizarre comme ça, mais ça nous fait vraiment gagner en connaissance personnelle de la carte, quoi. Enfin, connaissance personnelle. Donc vraiment, commencer à nourrir une relation avec la carte. Est-ce que tu peux t'aventurer plus loin? Si oui, continue à ressentir tout ce qui t'entoure, et quand tu es prêt, rebrousse ce chemin, remercie la carte pour ses leçons, prends une grande respiration une dernière fois si tu veux, puis sors de la carte, referme la porte. Et alors, quand tu reprends conscience de ton corps, de ta respiration, de ton environnement, et t'ouvres les yeux, et là, si tu en es capable, c'est un bon moment pour enregistrer, par exemple, sur ton téléphone, ou prendre des notes et des impressions, et tout ça, ça permet de garder une trace. Ça peut aussi être à travers le dessin, hein, même le gribouillage. Il y a de fortes chances que ta relation avec la carte en question se trouve à jamais chamboulée. En tout cas, moi, ça fonctionne à chaque fois pour moi. Et pourtant, je le fais pas très très souvent, je dois l'avouer. C'est un truc que je fais genre 2 fois par an, quoi. Max. Mais c'est hyper fort en fait, et c'est vraiment quelque chose de très chouette pour commencer. Certaines méditations de ce genre m'ont fait voyager bien au-delà de tous mes a priori sur une carte. Elles ont été des expériences spirituelles majeures qui m'inspirent encore, sans se limiter au tarot. En vrai, c'est un article de blog, ça à la base, je suis un copier-coller parce que j'avais plus l'énergie de mettre plus de trucs dans mon zénith. Là, là. Et ben voilà, c'était mon petit b.a.-ba du tarot. De quoi se lancer, de quoi le découvrir, de quoi se décomplexer et juste oser, tenter, bidouiller peut-être aussi.
avec ou sans ce système que je proposais pour pas tout étudier d'un coup mais pouvoir appliquer, c'est-à-dire de croiser les suites et les éléments. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas du tout à recommander mon zine ou cette vidéo à d'autres personnes que vous connaissez qui souhaitent apprendre le tarot. Bien sûr, n'hésitez évidemment pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne pour voir le contenu très varié que je poste sur le tarot, sur ma passion pour le tarot, que ce soit des choses comme ça d'apprentissage ou d'approfondissement, ou aussi des choses beaucoup plus libres sur mes impressions, mes interprétations, mon évolution, ma pratique, mes tarots préférés, bien sûr. Je suis clairement pas une enseignante et clairement pas très à l'aise dans ce rôle, mais j'espère quand même que vous en aurez retiré quelque chose et que ça vous aura plu. Et sinon, je vous invite vraiment à découvrir mon univers qui, pour le coup, je me prête souvent sur ma chaîne dans des vidéos et des exercices dans lesquels je suis plus à l'aise que celui de donner un atelier de découverte du tarot, un atelier en vidéo. À bientôt les taroteurs, taroteuses et taroteurs que vous êtes désormais.